suivi un bac en bioagronomie, option sol-plante de l'Université Laval. Elle a également une maîtrise de l'Université Laval qui portait sur l'utilisation des pratiques culturales réduites dans le maïs-grain. Elle travaille pour le Club Conseil du bassin Laguerre depuis 1997. Elle travaille beaucoup, vous n'êtes pas sans savoir, en lien avec les pratiques de conservation des sols et de l'eau et de l'agro-environnement. Elle a réalisé divers projets en lien avec les cultures de couverture, les cultures intercalaires, le semis sous couverture végétale permanente dans les grandes cultures. Et en collaboration avec l'IRDA, elle a participé à un projet de la gestion de l'eau par bassin versant de 2002 à 2007. C'est une conseillère très dynamique et très généreuse. Donc, elle a accepté de venir partager avec nous ses connaissances sur les cultures de couverture dans une optique de phytoprotection. Dans les 25 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on va parler de culture de couverture, mais pour faire un peu plus le lien avec le thème de la journée, on va parler de culture de couverture et santé des sols et santé des cultures. Donc, le plan de la présentation, on va d'abord voir qu'est-ce qu'un sol en santé. On va parler donc de culture de couverture et de santé des sols en termes d'agents et santé des sols, maladies et mauvaises herbes. On va parler du test des popettes et conclusion. Donc, tout d'abord, quelles sont les trois composantes d'un sol en santé? Bien, souvent, on s'attarde aux propriétés chimiques, en fait. Un sol en santé, oui, doit avoir une bonne teneur en matière organique, un bon pH et une bonne teneur en différents éléments nutritifs. Mais un sol en santé, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi des propriétés physiques. Dans ce cas-là, on peut parler de structure, de compaction et de porosité. Un sol qui n'a pas une bonne structure ou qui est compacté, bien, à ce moment-là, il n'aura pas un bon développement racinaire. À ce moment, le prélèvement des éléments nutritifs, de l'eau par les plantes, tout ça est affecté. Donc, ce sont des composantes importantes d'un sol en santé, ses propriétés physiques. Mais le troisième que je vais aborder davantage, c'est les propriétés biologiques du sol. On est de plus en plus conscient de l'importance d'avoir un sol en santé avec des propriétés biologiques efficaces en termes de micro-organismes, de matière organique, de vers de terre et de racines. C'est donc au centre de tout ça, quand on a des bonnes propriétés physiques, chimiques et biologiques, qu'on peut parler d'un sol en santé. Donc, maintenant, quelle est la relation, quel est l'impact des cultures de couverture et la santé des sols? On va regarder quelques exemples en termes de propriétés chimiques. Un exemple parmi tant d'autres, en fait, ici, vous avez une photo de raigrasse en intercalaire dans le maïs. Le raigrasse est reconnu pour avoir un système racinaire très développé, très structurant pour le sol. Les producteurs qui l'utilisent l'aiment bien à l'automne, entre autres, pour améliorer la portance de la batteuse et garder les roues de la batteuse propres. Mais le raigrasse aussi est efficace à récupérer des éléments fertilisants. Dans ce cas-là, ici, on a un raigrasse qui, la biomasse représente 2243 kg à l'hectare de matière sèche, un peu plus que 2 tonnes de matière sèche de raigrasse, une belle implantation dans du maïs-grain. Et ce raigrasse-là a récupéré Oups! Bon, je vais juste aller récupérer la vidéo. Je vais la repartir. Je suis désolée. Bonjour tout le monde. Dans les 25 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on va parler de culture de couverture, mais pour faire un peu Est-ce plus que le vous lien avec le thème entendez? de la journée, on va parler de culture de couverture et santé des sols. Oui, Et oui, c'est bon, Stéphanie. OK, je vais juste donc, l'avancer. Je suis désolée, le plan de la ça, présentation, on va d'abord voir qu'est-ce qu'un on sol est en à 2 santé, minutes 36. OK, régresse on sur la continue. fertilité du sol. En termes de propriétés physiques maintenant, quel est le rôle des cultures de couverture? Il y en a plein, mais en voici un, entre autres, dans le cadre d'un essai, d'un projet qu'on avait fait, où du trèfle rouge a été semé en même temps que la céréale. Dans ce cas-là, c'était de l'orge. À la photo de gauche, vous voyez l'aspect du champ après la récolte de l'orge, donc couvert de trèfle rouge. Et vous voyez à droite, là, une motte de trèfle rouge. On voit très bien que la structure du sol dans cette motte de racines-là est vraiment très belle. Donc, un impact très positif, rapide au niveau de la structure du sol dans ce beau trèfle rouge-là.
Dans le cadre de ce projet-là, on avait aussi des petites parcelles à côté du grand champ du producteur où on avait des parcelles avec du trèfle, des parcelles pas de trèfle, donc on avait différents traitements. Et on a mesuré le taux d'infiltration en mètres par jour de l'eau dans ce sol-là. C'est un sol argileux. Là où il y avait du trèfle, où il y avait la repousse d'orge et là où il y avait le sol à nu. Donc, on est donc après la récolte d'orge, dans un champ semé avec du trèfle en intercalaire. Là où le sol était laissé à nu, après la récolte de l'orge, donc pas de repousse ni de trèfle, on avait un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de 0,16 mètres par jour. Là où on avait de la repousse d'orge, là où on l'a laissé, on avait 1,53 mètres par jour. Donc, on voit déjà l'impact positif d'avoir des racines en place. Mais là où on avait du trèfle, on est à 2,37 mètres par jour, le taux d'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, ça, c'est encore là, c'est un impact direct de notre culture de couverture sur une propriété physique du sol très importante, qui est le taux d'infiltration de l'eau dans le sol, dû sûrement à l'amélioration de la structure du sol. En termes d'impact des cultures de couverture, maintenant, sur les propriétés biologiques du sol. Et c'est là qu'on va passer un peu plus de temps. En fait, je commence en vous disant qu'au moins un quart de la biodiversité de la planète vit sous terre. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que, oui, il y a les vers de terre qui vivent sous terre, selon les voies, mais un quart de la biodiversité de la planète, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a toutes sortes de micro-organismes, il y a des bactéries, des protozoaires, des nématodes, des champignons. Il y en a énormément qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais ça représente un quart de la biodiversité de la planète dans le sol. Et ça veut dire qu'on a jusqu'à 5 millions d'organismes vivants dans un gramme de sol. Un gramme de sol, là, c'est un petit peu de sol au bout d'une cuillère. Ce n'est pas grand-chose, là. Mais 5 millions d'organismes vivants. Et ils ont tous un rôle à jouer. Ici, je vous ai mis une racine parce qu'une mode de racine d'avoine pour vous faire comprendre que ces micro-organismes-là dans le sol, ils sont où? Mais ils sont autour des racines. Ils sont autour des racines parce que la plante, elle fait de la photosynthèse, donc elle absorbe du carbone et elle ressort, elle excrète 60 de son carbone par ses racines dans le sol. En même temps aussi, elle va excréter dans le sol des sucres, des protéines, toutes sortes de substances qui nourrissent les micro-organismes. Donc, les micro-organismes sont là, sont collés aux racines, puis sont nourris par la plante. Mais en retour de ça, les micro-organismes, eux, ils nourrissent la plante en azote, en éléments fertilisants, en eau, ils la protègent des maladies, ils ont un rôle énorme à jouer. C'est un échange, c'est donnant-donnant. Et ma petite vache est là parce que je trouve qu'on peut faire l'analogie de cette zone-là super active biologiquement autour des racines avec le rumen d'une vache qui est aussi active biologiquement. Et donc, c'est quand on a justement cette activité biologique-là élevée grâce aux racines qu'on peut dire qu'on a un sol en santé au même titre qu'une vache en santé, un rumen en santé. Donc, mais pour avoir des micro-organismes, ça prend des racines. C'est vraiment la clé de départ pour avoir une activité biologique élevée dans le sol. Et on a commencé vraiment à réaliser plus ça dans le club avec lequel je travaille, quand en 2009, on a fait un essai chez un producteur après une récolte de céréales, où à ce moment-là, ce qui était le plus fréquent, qui était utilisé comme culture de couverture, c'est de la moutarde. Mais là, on s'est dit, tiens, on va essayer d'autres choses, on va semer du pois fourragé. Donc, le producteur a semé des parcelles de moutarde, des parcelles de pois fourragé. Puis on s'est dit que la façon de vérifier quel était l'impact de mettre du pois fourragé sur dans étaient les avantages, c'est de faire des essais dans notre maïs l'année suivante, de vérifier c'est quoi la dose, la contribution du poids en azote pour notre maïs l'année suivante, quelle est la dose d'azote économique optimale et aussi quel est l'impact de ces cultures de couverture-là sur notre rendement de maïs. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2010. Ce que vous voyez ici, c'est donc les essais de dose d'azote dans le maïs sur retour de poids, les colonnes qui sont en lilas, je dirais, et sur le retour de moutarde, les colonnes plus en rouge-mauve. En bas, à l'horizontale, vous avez les doses d'azote dans le maïs. Donc, il allait de 40 à 240. 40 kHz d'azote, ça veut dire que c'est juste le démarreur. Pas eu d'azote rajouté en poste levé. Après ça, on avait différents traitements répétés 4 fois où on montait à 80 kg d'azote total. Donc, on rajoutait de l'azote en poste levé, 120, 160, 200 et jusqu'à 240 kHz d'azote, toujours avec le 40 au démarreur. À la verticale, vous avez le rendement maïs en kg à l'hectare. Donc, si je vous résume les résultats, les conclusions de ce projet-là, c'est que sur le retour de poids, mes colonnes en mauve, c'est avec 80 kilo-hectares d'azote qu'on a eu notre rendement. C'était la dose économique optimale, qu'on a eu notre rendement optimal. On a eu un peu plus que 14 tonnes de rendement maïs, tandis que sur le retour de moutarde, en rouge, c'est avec 160 kHz d'azote qu'on a eu, c'était la dose économique optimale et qu'on a eu notre rendement optimal de 13,3 tonnes de rendement maïs.
Donc, ça veut dire que sur le retour de poids, on a eu besoin de 80 kHz de moins d'azote et pour produire 900 kHz de plus de maïs. Donc, ça veut dire que si on regarde en termes d'économie, le coût des semences dans ce projet-là, ça avait coûté 118 à l'hectare pour le pois, 20 à l'hectare pour la moutarde, mais compte tenu que ça nous a pris 80 kHz de moins d'azote et qu'on a eu 900 kHz de plus de maïs, bien, c'était rentable de semer du pois. Évidemment, condition de réduire la dose d'azote. Mais là, vous allez me dire, oui, mais on a triché parce qu'on a comparé le pois, qui est une légumineuse, c'est sûr que ça fournit de l'azote, avec une crucifère, qui est la moutarde. Sauf que si c'était juste une question d'azote, on est monté jusqu'à 240 kHz d'azote. Puis sur le retour de moutarde, ici, même avec 240 kHz d'azote, on n'a pas eu autant de rendement qu'avec 80 kHz sur le retour de pois. Si c'était juste une question d'azote, on aurait fini par atteindre le même rendement en rajoutant de l'azote. Mais même à 240, on ne l'a pas atteint, ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui expliquent ces résultats-là, qui expliquent l'azote et qui expliquent le bon rendement du maïs. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on commençait à penser aux mycorhizes, entre autres. Qu'est-ce que les mycorhizes? Les mycorhizes, c'est un champignon. Et c'est un champignon microscopique. Ici, ce que vous avez qui traverse l'écran de gauche à droite en foncé, en gros, c'est une racine. Et tous les petits poils, les petits filaments que vous voyez, c'est des filaments de champignons mycorhiziens qui, eux, vont s'attacher, vont pénétrer dans les racines et ça forme un peu des extensions aux racines. Et ces extensions-là ont plusieurs rôles, plusieurs bénéfices au niveau de la plante. Particulièrement, ils aident à prélever le phosphore. Le phosphore étant immobile dans le sol, cette rallonge-là permet d'aller chercher du phosphore plus et même du phosphore non disponible. Et ça améliore aussi les prélèvements de l'eau par la plante. Donc, probablement que dans notre projet, les mycorhizes expliquent une partie de nos résultats parce que les crucifères, comme la moutarde et le radis, entre autres, ne font pas d'association avec les mycorhizes. Donc, ce n'est pas qu'ils les détruisent, mais les mycorhizes n'iront pas s'associer avec les crucifères, tandis que le pois est une culture très mycorhizée, comme la plupart des légumineuses. Les mycorhizes qu'on a naturellement dans le sol, mais quand on a mis une culture de couverture de pois fourragés, là, probablement qu'on les a aidés à se multiplier et à se développer davantage, d'où les bénéfices qu'on a mesurés. À partir de là, on s'est dit, oui, mais il y a beaucoup plus que juste de la part d'azote par nos cultures de couverture. C'est vraiment intéressant. Donc, culture de couverture, santé des sols et azote, c'est intimement lié. On s'est rendu compte de ça et on a poursuivi des essais en ce sens-là parce qu'on s'est posé la question sur cette relation-là, santé des sols et réponse à l'azote du maïs, parce que dans tous les essais qui ont été mis en place au Québec, notamment par Gilles Tremblay, sur la fertilisation azotée dans le maïs, il y a une observation, une tendance à une augmentation de la dose économique optimale en azote requise dans le maïs grain. Ça veut dire qu'au fil des ans, il y a de plus en plus d'azote. La dose d'azote économique optimale requise est de plus en plus élevée. Ça augmente tranquillement. Et des hypothèses, c'est que ça pourrait être attribuable justement à la dégradation de la santé des sols en général et de la structure des sols plus particulièrement. Et donc, on pense qu'un sol avec une mauvaise structure va répondre davantage à la fertilisation azotée, donc va avoir besoin de plus d'azote qu'un sol bien structuré. Mais à ce moment-là, ça veut donc dire que la rentabilité économique, elle, va en diminuant et plus faible. Donc, pour aller regarder ça davantage, on a mis en place en 2014 et 2015, ici vous avez les résultats de 2014, des parcelles de dose économique d'azote dans le maïs à 16 sites. Ce que vous avez là, ce sont les résultats présentés, la dose d'azote économique, et en fonction du coût du maïs. Donc, vous avez en haut complètement, bon, on a nos 16 sites, et après ça, vous avez le prix du maïs en dollars la tonne, qui était de 175 à 300, et quel est le rendement du maïs dans ce cas-là. Donc, on avait nos 16 sites. Il y a 3 sites seulement là, qui avaient eu du fumier. Les autres, c'est grandes cultures, pas de fumier. Ce qu'on peut remarquer, qui est intéressant de voir, c'est que regardez le site 1, par exemple. Sa dose optimale d'azote requise était de 240, et ça, peu importe le prix du maïs. Là, vous voyez, en haut, ça ne varie pas, que mon maïs soit à 175, 200, 250 ou 300 $ la tonne. On est à 240 kHz d'azote. On a un rendement maïs de 8363. Site 8, toujours pas de fumier. On est aussi à 240 comme dose économique optimale et on est à 8403 comme kHz comme rendement maïs. Mais notre site 6, par contre, notre dose économique optimale est de 120, partout à 120, pour un rendement maïs de 12 070. Et le site 10, la dose économique optimale, dans ce cas-là, varie en fonction du prix du maïs, de 95 à 158. On a un rendement de 13 246 kHz de maïs.
Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on avait une dose économique élevée de 240 qu'on avait les meilleurs rendements. Et ça, on a répété l'année suivante, ici en 2015, où on fait les mêmes observations. Au site 21, qui avait eu du fumier un peu, la dose économique optimale est encore dans les 200 et on a 10 465 kHectares de maïs, tandis qu'au site 9, notre dose économique varie de 33,87 pour 15 715 kHectares de maïs, pas de fumier. Une relation semblable avec le site 15, petite dose d'azote, très bon rendement maïs. Donc, pour revenir sur les conclusions là-dessus, il semble y avoir une relation. Ce n'est pas parce que, comme je disais, la dose d'azote est élevée qu'on a nécessairement des rendements élevés. Et la rentabilité est très différente dans tous ces cas-là. Ici, j'en viens à vous dire que le projet qu'on avait fait en 2009-2010, moutarde comparativement à du pois comme culture de couverture, on a répété ce genre d'essai-là en 2016. Ça veut dire qu'en 2015, on a ressemé différentes cultures de couverture. Encore du pois fourragé. Là, on a utilisé aussi d'autres légumineuses annuelles, du trèfle incarnat, du trèfle alexandrie, etc. Et en 2016, on a refait des parcelles de doses économiques d'azote dans le maïs. On a fait ça à plusieurs sites. Et dans ce cas-là, on avait des parcelles témoins sans culture de couverture, ce qu'on n'avait pas en 2009-2010. Donc ici, je vous présente les résultats de doses d'azote dans les parcelles sur retour de pois fourragé. Un peu le même principe que mon autre graphique d'avant. Vous avez la dose économique d'azote, les doses d'azote, en bas, de 40 à 240, et le rendement maïs. La ligne du bas, avec les points en jaune, c'est le rendement maïs dans les parcelles sans culture de couverture. Donc, on voit qu'il a fallu aller jusqu'à 240 kHectares d'azote pour obtenir le rendement maximum d'un peu plus de 12 tonnes. Tandis que sur mon retour de pois fourragé, mes points en vert, la courbe du haut, déjà juste avec 40 kg à l'hectare, mon démarrage, j'avais obtenu mon 12 tonnes à l'hectare. Et ma dose économique optimale, dans ce cas-là, avec le pois fourragé, était à 125 pour un rendement d'un peu plus que 13 tonnes. Donc, ça correspond à peu près à ce qu'on avait mesuré en 2009-2010. Les conclusions de tout ça, de ce projet-là, c'est qu'on a eu donc notre rendement maximum avec le poids qui était à 13 tonnes à l'hectare et 125 kHectares d'azote. Notre rendement maximum sans culture de couverture a été de 12 tonnes à l'hectare avec 240 unités d'azote. Donc, on peut conclure que notre pois fourragé a produit un équivalent azoté de 115 kHectares d'azote et qui nous a donné, avec moins d'azote, 1 tonne de plus de rendement que notre témoin sans culture de couverture. C'est très semblable aux conclusions qu'on était arrivées précédemment. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet-là, c'est qu'on avait aussi rajouté un traitement ou des parcelles où on avait réduit le taux du pois de moitié et rajouté du radis pour un peu, je dirais, rendre notre pois peut-être plus performant, puis capter l'azote résiduel par le radis. Et on a eu des résultats similaires en termes de dose d'azote. C'était aussi bénéfique pour l'azote et pour le rendement maïs, mais à moindre coût que le pois fourragé en semi-pur. Donc, on va laisser les aspects fertilisation, puis tout ça a été relié sûrement en grande partie aux propriétés biologiques du sol, et on va parler de culture de couverture, maladies et mauvaises herbes. En termes, sans aller dans les détails, quel est l'impact des cultures de couverture sur la répression des maladies? Bien, on peut dire que l'utilisation de cultures de couverture, c'est une façon d'améliorer la rotation. On l'a vu dans nos essais d'avant. Après une céréale, on a mis un pois puis un radis. Puis après ça, on s'en revient au maïs. Donc, c'est une façon d'améliorer la rotation. Puis on connaît l'impact des rotations sur la répression des maladies. Donc, c'est sûrement bénéfique à ce niveau-là. Aussi parce qu'on augmente les populations d'organismes utiles dans le sol et peut-être même au-dessus du sol aussi. Donc, on a sûrement là, des aspects bénéfiques sur la répression des maladies. Il y a des études là-dessus, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. L'autre aspect intéressant avec les cultures de couverture, c'est qu'il y a des cultures de couverture qui produisent des substances qui détruisent les pathogènes du sol. Par exemple, il y a certains cultivars de moutarde, de colza ou d'herbes du Soudan qui produisent carrément des substances qui sont des biofumigants, donc qui peuvent détruire certains champignons pathogènes. Et c'est utilisé, entre autres, avec la moutarde dans le cas de la pomme de terre. Maintenant, au niveau des contrôles des mauvaises herbes, quel peut être l'impact des cultures de couverture? Bien, au départ, on implante une culture végétale qui peut compétitionner avec les mauvaises herbes. Donc, ça, c'est positif. Et les producteurs biologiques se servent beaucoup de cet aspect-là, d'ailleurs. Avec certaines cultures de couverture aussi, on a une production de substances allélopathiques, c'est-à-dire des substances qui compétitionnent, qui affectent la germination et la croissance des mauvaises herbes.
Une des plantes les plus connues à ce niveau-là, c'est le seigle d'automne, qui, à différents moments de sa croissance ou en se décomposant, produit des substances allélopathiques qui, bon, mais on le sait, affectent le rendement du maïs l'année suivante, mais pas le soya, mais qui est aussi extrêmement efficace pour contrôler les mauvaises herbes. Et il y a aussi un rôle, les cultures de couverture jouent le contrôle des mauvaises herbes en augmentant l'activité microbienne. Et là, j'ai trouvé cette étude-là que je trouvais vraiment intéressante, qui démontre que on va diminuer la biomasse des mauvaises herbes, donc la quantité ou la couverture du sol par les mauvaises herbes, suite à une culture de couverture d'avoine. Et ça sera en relation avec l'augmentation de l'activité microbienne du sol. En bas, à l'horizontale, vous voyez donc la biomasse, c'est-à-dire le poids de mauvaises herbes dans les parcelles. Et en relation, on mesurait ça en lien avec l'activité biologique du sol que vous voyez sur l'axe vertical. Donc, ce qu'on voit, c'est plus l'activité biologique du sol est élevée ici, ben, moins la biomasse des mauvaises herbes, et en fait, la biomasse des mauvaises herbes est plus faible. Et plus l'activité biologique du sol diminue ici, ben, plus la biomasse des mauvaises herbes est élevée. Comment ça fonctionne exactement, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais il semble y avoir une relation entre justement l'amélioration de l'activité microbienne dans le sol suite à un couvert d'avoine et la répression ou le contrôle des mauvaises herbes. Et en poursuivant là-dessus, justement sur l'impact d'une culture de couverture d'avoine, je vous présente des résultats qui avaient été faits là, au Québec en 2011-2012, où on avait semé différentes cultures de couverture après une récolte de soya. On avait évalué l'impact de cette culture de couverture-là sur le rendement du maïs l'année suivante. On voit que, première ligne, si on sème du seigle après la récolte de soya, bien, on a eu une diminution de rendement maïs de 550 kg à l'hectare dans ce cas-là. Mais si on avait semé de l'avoine après notre soya, on a eu une augmentation de rendement maïs de 470 kg à l'hectare. Un semis de régras, augmentation de 80, régras et radis, augmentation de 60. Donc, il y a vraiment ici, là, les deux premières lignes sont très, très intéressantes, très instructives. C'est encore l'avoine qui, malgré le fait que c'est une graminée puis on s'en va en maïs l'année suivante, a eu un effet bénéfique sur notre rendement maïs. Puis le seigle, lui, ben, pour différentes raisons, a eu un effet négatif. C'est quelque chose à explorer davantage. Maintenant, dernière section pour terminer, on a parlé beaucoup d'activité biologique du sol, de ses bénéfices au niveau de la santé du sol, puis des impacts éventuels, évidemment, sur la santé des cultures. Mais comment on peut faire pour évaluer ces bénéfices-là des cultures de couverture sur l'activité biologique du sol? Bien, vous êtes peut-être déjà familier avec ça, mais je vais quand même juste vous glisser un mot sur le fameux test des bobettes qui consiste à enfouir, enterrer dans le sol pour un certain nombre de semaines des caleçons en coton qu'on va avoir au préalablement pesé pour vraiment en avoir le poids au départ. On les laisse un certain nombre de semaines et on les prend en coton justement parce que les micro-organismes, tout ce qui est vivant dans le sol, vont s'y attaquer et vont plus ou moins dégrader le coton. Donc, on les laisse là un certain nombre de semaines. Quand on les sort, on les pèse, mais on les lave avant. Donc, corde à linge de bobette en train de sécher, qui ont été, comme vous voyez, dans certains cas, très décomposés. Donc, on les lave, on les fait repèse, puis ça nous donne au moins un chiffre aussi, c'est très parlant visuellement, mais ça nous donne un chiffre de la décomposition de nos bobettes, donc l'activité biologique du sol. Ici, je vous ai mis quelques exemples là, des suivis, des installations, des suivis de bobettes qu'on a fait dans le club au fil des ans. Vous voyez que notre grand gagnant, si on veut, est complètement en bas à droite, où c'est un champ semi-direct depuis plusieurs années, fumé dans la rotation et utilisation de culture de couverture. Je pense que l'image parle d'elle-même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer, ça a été fait dans le même champ, un champ labouré, pratique de labour, pas de fumier et pas de culture intercalaire. Et pour une première année, il y avait des bandes avec des cultures intercalaires dans ce même champ-là. C'était vraiment une alternance avec et sans culture intercalaire. Vous voyez qu'il y a quand même eu un impact direct dès la première année des micro-organismes du sol parce que c'est quand même une différence en termes de dégradation là, des bobettes par les micro-organismes du sol. Et ça, c'est une illustration des bandes de culture intercalaire qu'on avait dans ce champ-là. Là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est le radis, mais c'est un mélange de radis, régras, trèfle incarnat qui avait été semé avec un semoir à céréales modifié. Donc, c'est pour ça que vous voyez les trois rangs. Et c'est dans ce genre de parcelle-là qu'on avait installé des boxers avec et sans culture de couverture et qu'on a vu un impact dès la première année.
Vous voyez ici d'ailleurs une pelletée de radis dans ce champ-là, pris en fin d'année, avec un ver de terre, puis avec quand même une structure du sol assez intéressante. Fait que je pense qu'il y a moyen d'améliorer dans certains cas des choses relativement rapidement avec les cultures de couverture, dans la mesure où les cultures de couverture s'implante bien et qu'on a un beau couvert. Et un autre essai qu'on a fait justement avec des bobettes, vous avez ici le pourcentage de dégradation des bobettes dans d'autres parcelles, d'autres essais qu'on avait faits. On avait des témoins sans intercalaire où c'était en moyenne décomposé de 38 %. On avait du sarrasin intercalaire dans le maïs. Ah, là, on avait une décomposition de 53 %. Puis du pot fourrageant intercalaire, bien là, on avait atteint 65 % de décomposition. C'est sûr que ce n'est pas scientifique, mais c'est quand même ça a lieu, mais ça donne certaines idées. Vous avez ici une aperçu, justement, c'est encore du poids qui avait été semé avec le semoir à céréales modifié. C'est sûr que le poids en intercalaire, quelque part au fin du mois d'août, il n'est plus là. Il a fini son cycle, il est séché, il s'est décomposé. Mais juste le fait qu'il semble avoir un impact positif assez rapide sur l'activité biologique du sol, ben, ça me fait croire que ça peut être intéressant quand même de le mettre, quitte à peut-être aller plus loin puis le mettre en mélange avec une autre intercalaire qui, elle, va prendre le relais, va durer plus longtemps. Donc, je vais terminer là-dessus. En guise de conclusion, je pense qu'on a fait le tour de différents aspects positifs et que des cultures de couverture et que ça permet d'avoir un sol en santé. Puis je pense que la démonstration n'est pas à faire. Si on a un sol en santé, bien, on va avoir des cultures en santé aussi. Et que l'amélioration de la santé du sol ne peut qu'avoir des bénéfices au niveau de la productivité du sol où c'est rentable. Ça peut être rentable rapidement. Dans d'autres cas, ça va être plus un investissement moyen-long terme, mais il y a moyen de bien faire les choses pour que ça soit rentable et durable, donc d'avoir une agriculture durable. Et je termine aussi en vous invitant, pour ceux qui ne connaissent pas déjà le site Culture de couverture Québec, c'est un site privé Facebook où il y a plus de 3000 membres, il y a des échanges entre producteurs et c'est exclusivement sur les cultures de couverture. Donc, vous allez sur Facebook, vous faites une recherche Culture de couverture Québec et vous faites une demande d'amis. Et puis, vous allez rentrer dans la communauté de plus de 3000 producteurs ou conseillers membres de ce club-là qui sont là pour présenter, échanger, poser des questions, etc. Puis je pense que cette photo-là d'Einstein qui dit que l'imagination est plus importante que les connaissances, dans le fond, bien, ça m'amène à vous dire qu'il faut aller vers une agriculture un peu plus imaginative. Et on a les moyens maintenant de se tourner vers d'autres options, souvent que directement au niveau des pesticides, par exemple, et qu'on a des options culture de couverture qu'on peut mettre à profit pour travailler au niveau de la fertilisation, du contrôle des mauvaises herbes, du contrôle des maladies. Et puis, il y a encore tellement de choses à découvrir là-dessus. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, Sylvie, je ne sais pas si tu peux allumer ta caméra. Il y a peut-être des questions. Il y a une question, par exemple, qui a peut-être passé inaperçue, c'est le « Avez-vous fait des essais avec des ratios poids-radis différents? » Dans nos essais, en fait, non, on avait le poids pur, puis après ça, on avait le poids avec le radis. Mais j'ai donné le taux, là, 60 de poids, 3 de radis qu'on a utilisé, mais on n'a pas travaillé avec des ratios différents, non. Là, je viens de voir qu'il se rajoute aussi une question sur est-ce que le sarrasin impacte les vers fils de fer dans le sol? Je ne pourrais pas dire. On a l'intuition que peut-être que le radis, oui, mais le sarrasin, on ne l'a pas assez utilisé encore pour que je puisse me prononcer là-dessus. Là. Si je ne me trompe pas, là, je pense qu'il y a des essais au CRAM sur cet aspect-là qui sont faits par Geneviève Labrie. Ah, OK, c'est ça. Je viens de voir un petit... Entre autres. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir en direct dans le clavardage? Ah, là, il y a une question. Est-ce qu'une combinaison avec le poids et autres intercalaires améliorerait la survie du couvert jusqu'à l'automne? Ben, en fait, le poids, il va disparaître quand même. Là.
on l'a essayé plusieurs fois, puis quelque part au mois d'août, il est tout séché, il n'est plus là. Mais oui, je pense qu'on pourrait le mêler. On l'a toujours essayé seul, là, parce que, bon, dans nos essais, mais s'il était mêlé, exemple, avec du régras, mais le régras, lui, continuerait jusqu'à l'automne. Il y a d'autres effets possibles, là, sûrement. D'autres possibilités de combinaison avec le pois. Mais le pois, il faut le semer, hein, je veux dire, il faut le semer dans les sillons parce que un pois en intercalaire mis à la volée, là, ça ne vaut pas la peine, là. Puis là, il y a une question de Jean-François Follet, des effets sur les nématodes. Et ça j'aimerais ça être capable de te répondre, Jean-François, mais je ne sais pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Parce que oui, il y a certaines cultures, exemple la moutarde, il y a des moutardes orientales qui peuvent avoir des différents impacts, là, mais c'est très spécifique, là. Là, il y a une question des suggestions de combinaison. Ça dépend de l'objectif, ça dépend de... Mais c'est sûr que je dirais que nous autres, dans le club, maintenant qu'on a fait ces essais-là, la combinaison poids-radis, quand on n'est pas rendu à fin septembre, là, c'est super populaire, là, dans le but d'apporter de l'azote, entre autres, puis d'améliorer notre rendement de maïs l'année suivante, là. Ça reste une combinaison gagnante, mais ça dépend de l'objectif, ça dépend de tellement de facteurs, là. Puis là, Patricia confirme que poids à la volée, mais incorporé, ça ne marche pas bien. Non, ça, quelqu'un qui l'avait essayé, il met 300 kg à l'hectare de poids, puis c'était pas fort non plus. Qu'est-ce que j'ai ici? Pensez-vous de semer du pois avec le blé d'automne? Semer... Ah, OK, semer le pois au printemps prochain avec le blé d'automne, si je comprends bien la question. J'ai des producteurs qui l'ont essayé, puis ça n'a pas été évident là, en termes de trouver la bonne combinaison, la bonne variété, puis pour avoir récolté en même temps, si c'est ça la question. J'ai beaucoup de producteurs qui vont semer du pois dans les trous laissés par le blé d'automne, où est-ce que le blé n'a pas survécu à l'hiver. À ce moment-là, ils vont carrément le récolter, ça c'est super, là. Mais de semer, ça dépend, là. Si c'est semer en même temps pour récolter les deux, bien là, c'est pas toujours évident d'avoir le bon timing, là. Il y a une autre question. En maïs sur 60 pouces, en le roulant, le pois fourragé à maturité de grain, il repart plutôt bien. Le pois repart. Ah, ça me surprend, mais c'est OK, t'as essayé. Oui, pour les combinaisons, il y a des effets pas disponibles avec le setup. Oui, puis je vous dirais qu'il y a un guide là, qui est en préparation sur lequel je travaille avec Anne Vanasse et Anne Veil, là, un guide au CRAC sur la culture de couverture qui va être publié. On ne sait plus quand, là, mais vous allez retrouver justement plein de suggestions de combinaisons, etc. Là, on travaille là-dessus, là. Fait que la question était semer en même temps que le blé d'automne pour apport d'azote. Oui, on serait rendu trop tard, là. Il ne fournira pas grand-chose, là. Le pois fourragé semer en même temps que le blé, là. Ce qui est peut-être plus intéressant à essayer de semer que le blé d'automne, les Américains travaillent avec ça, c'est de mettre un peu de radis. Un petit peu de radis avec le blé, c'est peut-être une meilleure option. Je vous invite à aller voir sur Culture de couverture Québec, d'ailleurs. Il y a une petite vidéo que j'ai publiée de chercheurs au niveau du radis, comment dans le trou même du radis, le radis permet de récupérer puis de recycler des éléments fertilisants puis de l'azote, là. Donc, oui, Geneviève mentionne qu'effectivement, la synchronisation récolte blé de printemps et pois est plus facile qu'avec le blé d'automne. Puis, il y a quelqu'un qui mentionne, oui, qu'il y a une décision qu'on peut prendre. Attendez, je ne vois pas tout. Oui, qu'il existe un outil pour... effectivement, mais ce n'est pas toujours adapté à nos conditions, là. C'est une base, là, mais évidemment, ce n'est pas parfait, là. Une autre question ici qui est en production biologique, faire du maïs grain uniquement des engrais comme fertilisation est possible et rentable. Oui, effectivement. Puis, je veux dire, il y a énormément à apprendre des producteurs bio et vice-versa, là. On travaille beaucoup en collaboration. Oui, il y en a qui vont le faire avec soit un trèfle semence intercalaire en céréales sur lequel, après la récolte, ils vont rajouter un pois fourragé. C'est une combinaison super gagnante là, pour le maïs l'année suivante, là, bio puis sans fumier. Ouais. Ben, super, Sylvie, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions qui poppaient. Je t'ai laissé aller, je trouvais que ça allait. Tu faisais bien ça. Alors, merci pour tout. Merci.